Il y a plus de 1000 ans, dans le Ouagadougou, l'ancien empire du Ghana, alors que les Soninké se livrent à des persécutions, les populations Kakolo s'organisent pour échapper à la tyrannie. Les chasseurs fondent une confrérie de type maçonnique, prêchant la liberté, l'égalité, la fraternité et l'entente entre tous les hommes, sans distinction de classe, de naissance, de croyance ni d'origine. Nobles, esclaves et hommes du commun s'y côtoient. Cette confrérie a traversé les siècles et malgré la disparition des grands gibiers, elle demeure aujourd'hui encore particulièrement vivante dans toute l'Afrique occidentale. L'unité de la confrérie des chasseurs est fondée sur un mythe préservé par la tradition orale. En ces temps-là, dans l'empire du Ghana, sévit une grande sécheresse. Un jour, une femme entreprend la traversée du pays en même temps que 2 chasseurs, mais en sens inverse. Elle porte au dos son enfant et sur la tête une calebasse d'eau fraîche. Les chasseurs, accompagnés de leurs chiens, par dureté envers eux-mêmes, partent sans eau. Au 4e jour, les uns et les autres se croisent. Les 2 chasseurs assoiffés veulent boire l'eau de la femme, mais elle refuse. C'est alors qu'ils lui arrachent sa calebasse, se désaltèrent et versent le reste de l'eau à terre pour leurs chiens. Comme la femme profère des insultes à l'encontre de leurs parents, les 2 hommes se ruent sur elle, lui arrachent son enfant et le jettent à terre. Il est aussitôt dévoré par les 2 chiens affamés. À l'issue de ce macabre festin, se disputant le gros orteil de l'enfant, l'un des chiens renverse l'autre et l'égorge. Pour se venger, le maître du chien défunt tue l'animal assassin, puis l'autre chasseur décoche une flèche à son compagnon avant de s'en enfoncer lui-même une dans la poitrine. La femme, terrassée par la douleur, continue de s'acharner contre le corps des défunts. C'est alors que Dieu ressuscite les 2 chasseurs et leurs chiens, prouvant ainsi que lui seul peut décider de la vie et de la mort ici-bas. En mourant, les 2 hommes ainsi que leurs compagnons de chasse avaient chacun émis un excrément. Aussi les 2 chasseurs s'offrirent-ils mutuellement un bouquet de feuilles vertes afin de se nettoyer de leurs souillures. C'est en enterrant ces feuilles avec leurs excréments et ceux de leurs chiens, dans un triangle formé par 3 chemins, qu'ils scellèrent à jamais leur alliance. Ainsi naquit le culte de Sanéné et Contron, qui sert aujourd'hui encore de constitution et de code moral à la confrérie. Il symbolise la victoire de la vie sur la mort, de l'amitié sur la haine. Il est enfin l'expression d'une fidélité et d'une reconnaissance éternelle. Les chasseurs, qui autrefois nomadisaient à travers forêts et brousses, se sont aujourd'hui sédentarisés. Faute de gibier, ils sont devenus cultivateurs. C'est dans le village Sénoufo de Wolonkoto, au cœur de la région la plus prospère du Burkina Faso, le Kénédougou, que vit Nafalé Koné, le chef des chasseurs de la province. La vie des villageois est étroitement dépendante de la terre nourricière qui donne la vie, terre mélangée à la paille qui protège hommes et céréales, terre sculptée par les femmes pour nourrir la famille. Après les ancêtres mythiques, toujours vivants, et les mânes des grands chasseurs associés à tous les rites, on trouve dans la confrérie le chef, garant de l'intégrité des lois, les vieux chasseurs qui l'assistent, les maîtres chasseurs, chargés de l'enseignement et de l'initiation des novices, la masse des chasseurs et les postulants, et enfin les chantres, détenteurs de la tradition orale. Entre eux, les chasseurs s'appellent « mon aîné » ou « mon cadet », selon leur degré d'initiation. Outre le degré d'initiation, le respect mutuel entre les chasseurs est aussi fonction de leurs exploits. Qu'ils aient tué des fauves, des éléphants, des buffles, des hippopotames ou des pythons, appellent les aînés à plus d'humilité envers leurs cadets. Le gibier est rare. Ces grands animaux qui, il y a quelques décennies, ont fait la renommée des vieux chasseurs,
ne nourrissent plus aujourd'hui que le rêve. Aussi, l'activité de chasseur est-elle devenue davantage spirituelle que subsistentielle. La confrérie est organisée en de multiples associations locales, juridiquement indépendantes, mais unies par le mythe originel de Sanéné et Contron. Celle du village de Wolonkoto se nomme Benkadi. Ce jour-là, c'est elle qui offre les munitions. Si l'on chassait autrefois à l'arc, aux armes de jet ou encore au filet, le fusil a aujourd'hui supplanté ces armes d'un autre temps. Au cours des chasses, les chantres accompagnent les chasseurs. Ce ne sont pas des griots, ils n'appartiennent à aucune caste. Bien qu'étant de grands initiés, ils sont rarement des chasseurs, même s'ils s'habillent comme eux et détiennent les mêmes fétiches et charmes magiques. Les chantres ont une seule arme, leur science du verbe. Ce jour-là, c'est Issa Diabaté, un chantre de renom, qui a la charge de louanger les grands chasseurs et de transmettre le savoir aux jeunes initiés. Dans le mythe originel de Sanéné et Contron, en souvenir des offrandes de feuilles que les deux ancêtres chasseurs se firent mutuellement, les cadets de la confrérie offrent à leur chef, en signe d'alliance et de respect, des rameaux qui constitueront pour lui un siège rituel. Si les apparences pourraient donner à penser qu'avec l'apparition des armes à feu, l'équilibre des forces entre le chasseur et l'animal s'est rompu, la réalité est tout autre. Certes, l'animal paie de sa vie l'appétit du chasseur, mais il libère lors de son trépas une force à la fois vitale et vengeresse qui poursuit le tueur sa vie durant. Cette force, appelée Nyama, est à la base du fondement spirituel de la confrérie, les chasseurs n'ayant de cesse de s'en préserver et de l'apprivoiser. Dans le mythe originel, en enterrant feuilles et excréments, les deux ancêtres chasseurs avaient également enseveli le gros orteil de l'enfant que s'était disputé leur chien, les fragments de la calebasse dans laquelle la femme avait transporté son eau. Puis ils avaient surmonté le tout d'une termitière à chapeau. C'est ce lieu sacré que l'on appelle aujourd'hui encore le Dankun. En rentrant au village, accompagné de la femme, les deux chasseurs lui avaient prêté le serment de travailler pour elle jusqu'à la fin de leur vie. C'est alors qu'elle leur avait demandé de consacrer un nouvel hôtel, Dankun, proche de leur village. Ils y avaient disposé des objets et des matières similaires à celles de l'hôtel originel, après quoi ils avaient immolé 3 coqs sur ce lieu sacré et purifié leurs armes à l'aide d'une torche de chaume. En mémoire de ce rituel, les chasseurs purifient leurs armes au-dessus de braises ardentes dans lesquelles ils mettent préalablement une poudre magique qui les protégera contre le nyama. Avant de s'aventurer en brousse, le grand maître Nafalekone s'assure des augures des esprits en faisant une divination avec les 2 moitiés d'une noix de kola. Il commémore aussi le sacrifice originel des 3 coqs en effectuant une triple offrande de jus de cola au-dessus de cet objet conjurateur des forces maléfiques. Cette triple offrande, censée assurer une meilleure protection contre le nyama, est faite en triangle, symbole du Dankun, marquant la séparation entre les 3 territoires que sont la brousse sauvage, la terre cultivée et le village.
Les deux flèches en équilibre qui composent cet objet symbolisent celle de l'homicide originel. Sous la direction d'un maître, les chasseurs vont se disperser en brousse par petits groupes. Chaque acte, si bénin semble-t-il être, est accompagné de paroles magiques censées accroître les chances du chasseur ou le protéger contre les forces maléfiques. Le recrutement des chasseurs se fait exclusivement par cooptation. Tout postulant à la confrérie doit d'abord s'engager auprès d'un maître chasseur de son choix, à respecter la loi de la société et à subir une initiation de 2 à 3 années. Les critères essentiels d'admission du prétendant sont sa droiture et sa réputation concernant ses relations avec les femmes. Un adage dit à ce propos, lorsque l'on sait tenir ses pieds, la ceinture de son pantalon et sa bouche, on assure à sa vie une bonne traversée du monde. Au-delà de ses qualités humaines, le jeune chasseur devra prouver à la communauté sa capacité à débusquer et tuer le gibier. Ainsi, déloger les porcs-épics dans les anfractuosités rocheuses, où ils se réfugient durant la journée, est une activité dangereuse au cours de laquelle il n'est pas rare de rencontrer des serpents. Selon la croyance, dès qu'un animal a été abattu, son corps se couvre d'une couche de nyama. Le chasseur introduit alors dans chacun de ses orifices une poudre magique censée contenir la force maléfique ou diminuer ses effets. L'animal est ensuite égorgé et son sang répandu sur le gris-gris protecteur du maître chasseur. Si les grands chasseurs sèment la mort, ils savent également préserver la vie par divers procédés. Ils confectionnent des médicaments proprement thérapeutiques ou magiques, à base de plantes, de substances animales ou minérales. Lorsqu'ils prélèvent quelque matière dans la nature, c'est avec beaucoup d'égards, en lui adressant des prières ou en lui offrant des sacrifices réparateurs.
Le chasse-mouche, ou plus exactement le bâton de magistère, est le symbole de la science du chasseur et de son appartenance à la confrérie. Son sifflet de bois, tenu pour magique, lui sert à communiquer avec ses semblables, les esprits ou les ancêtres, à annoncer la mort d'un animal ou l'accomplissement d'un rituel, à se diriger ou à demander de l'aide. Un présage allait éclairer cette journée. La présence de cette plante, de chaque côté du chemin, augurait qu'une antilope serait aujourd'hui au rendez-vous. Le nyama des animaux est proportionnel à leur résistance vitale, à leur masse, à leur aspect et à la peur qu'ils engendrent. Il est à l'origine des maladies, des problèmes de la vie quotidienne et de la mort. Chaque fois qu'un chasseur abat un gibier, il sait que son nyama le poursuivra jusqu'à la vengeance. Qu'un fusil éclate entre ses mains et l'on dira qu'il est victime du nyama de tel animal. Qu'il perde régulièrement ses enfants en bas âge et l'on dira que le nyama de tel grand python l'éprouve dans sa lignée. Lorsque le chasseur est jeune, inexpérimenté et sa victime chargée de nyama virulent, il fait appel grâce à son sifflet à un maître chasseur. Ou bien il accourt au village annoncer son exploit à la confrérie. C'est alors son maître, ou tout autre chasseur désigné par celui-ci, qui va accomplir à sa place, mais en sa présence, les gestes rituels. C'est parfois l'occasion pour le jeune chasseur de découvrir ce niveau de connaissance qui lui a été jusqu'ici caché. L'équilibre existant entre le pouvoir du chasseur et celui de l'animal se mesure ici à la multiplicité des actes rituels. Canalisation du flux d'énergie maléfique dans des gris-gris, lavement rituel, prière ou encore divination. Malgré cela, le nyama des animaux pénètre peu à peu l'homme pour vivre en lui. Selon la croyance, c'est cette force intérieure qui se manifeste de manière spectaculaire au moment de la mort du chasseur. Celui-ci imiterait, lorsqu'il agonise, les cris, les râles et les soubresauts que faisaient ses victimes avant d'expirer. Avant de rallier le point de rendez-vous convenu dès le matin, les chasseurs préviennent avec leurs sifflets qu'ils ont été victorieux sur la brousse. Ceux qui sont déjà rentrés leur répondent afin de leur permettre de se diriger. Lorsqu'un animal au nyama puissant a été abattu, chantres et chasseurs viennent accueillir les héros du jour.
En signe de respect et de reconnaissance, ils se prosternent et offrent des rameaux de feuilles en mémoire de cette offrande faite par les deux ancêtres du mythe originel. Les sifflets retentissent pour annoncer aux animaux de la brousse la victoire des chasseurs sur l'un des leurs. En signe de soumission et de respect pour leur chef, les héros du jour viennent offrir leur gibier en rampant. Les chantres, à travers leurs récits mythiques, leurs épopées légendaires, les biographies des grands chasseurs, par leurs boutades, leurs proverbes et leurs leçons philosophiques, offrent une vaste fresque de la société humaine. C'est avec beaucoup de lyrisme et de génie qu'ils adressent leurs éloges. Les grands chantres, comme ici Issa Diabaté, sont adulés par de nombreux chasseurs dans diverses régions du Burkina Faso et même au-delà. Ils connaissent les noms et les exploits de centaines de chasseurs vivants ou défunts dont la mémoire est fréquemment honorée dans les éloges. Si le discours est tantôt direct, tantôt imagé, il est toujours puissamment évocateur. Il est une des principales sources d'enseignement pour les jeunes chasseurs. Si certaines danses sont accessibles à la masse des chasseurs, d'autres, en revanche, s'adressent uniquement à certains d'entre eux. Chaque catégorie de chasseurs, selon qu'il a tué de grands animaux, échappé avec sang-froid et courage à un péril, été blessé à la guerre, possède son hymne. Lorsque le chantre le déclame, tous les chasseurs qui se reconnaissent doivent se lever et danser. Quant aux autres, ils se contentent de prendre acte de l'enseignement. Les chantres ont également l'art consommé de brocarder, sans les nommer, les vils chasseurs afin de les motiver à prendre exemple sur les braves.
Lorsqu'arrivent les retardataires bredouilles, ils offrent eux aussi à leur chef, en signe de respect, un rameau de feuilles. Aucun bien n'entre dans la confrérie qui n'ait été présenté à la vue, voire au toucher de tous. Il remonte ensuite par la voie hiérarchique jusqu'au chef, qui décidera de sa destination finale. Avant de faire une entrée glorieuse dans le village, les chantres mettent une dernière main à l'accordage de leur instrument. Si l'on se réfère au code de la confrérie, la seule patrie d'un chasseur est la brousse, et sa famille les autres chasseurs. Afin de conserver l'unité de cette grande famille, un ultime coup de fusil est tiré, afin de prévenir les éventuels retardataires. Commence alors le comptage des chasseurs à l'aide de bâtonnets. Mieux encore, chaque vieux chasseur resté au village est lui-même représenté par l'un de ses instruments de comptage. Autrefois, ces bâtonnets faisaient l'objet de sacrifices qui les rendaient sacrés. C'est en triomphateur que les chasseurs regagnent le village, conduits par leur chef et les chantres. Dans la confrérie, les vieux chasseurs sont toujours à l'honneur. Ils se partagent ici les plus belles plumes du butin de chasse. La confrérie est une grande organisation humaniste où le partage est de règle. Après avoir été préparé, le gibier sera distribué aux familles des chasseurs ainsi qu'aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. Comme les deux ancêtres originels, par dureté envers eux-mêmes, les chasseurs se sont abstenus de manger et de boire durant la journée. Aussi, le repas communautaire préparé par les femmes n'en a-t-il que plus de saveur. Les enfants jouent aussi un rôle auprès de la communauté des chasseurs. Par l'eau qu'ils vont puiser à la pompe du village, ils les libèrent de la souffrance infligée par la soif. Une corvée
qu'ils savent avec art transformer en divertissement. Ce jour-là est jour de rite et de fête. C'est l'occasion pour les maîtres chasseurs de démontrer leur pouvoir aux novices de la confrérie et à la population, pour les nouveaux initiés de parfaire leurs connaissances, et pour les chantres de transmettre leur savoir, de gagner prestige et argent. La parole, la musique et la danse revêtent une importance capitale pour les chasseurs. C'est à l'occasion des fêtes que les novices apprennent à connaître de la bouche des chantres les grands récits et les mythes, les sagas des personnalités mythiques, légendaires ou même historiques du monde de la chasse. Aujourd'hui, du fait de la disparition du grand gibier, les vieux chasseurs émérites entrent peu à peu dans la légende de leur vivant grâce aux éloges des chantres. Comme l'ont fait à l'origine de la création de la confrérie les deux ancêtres mythiques, après avoir créé leur hôtel au Dankun, les chasseurs dansent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La harpe lutte des chantres a, selon la légende, été héritée des génies de la nature qui s'en servaient pour conduire les troupeaux d'antilopes chevalines. La caisse de résonance symbolise la fécondité du gibier, la peau tendue, le ciel, où séjournent les âmes, et les cordes, la voix des ancêtres. Ce qui en fait un instrument de communication privilégié avec l'au-delà. Les grands chasseurs déposent aux pieds de leur chef les trophées du grand gibier abattu autrefois. Les singes, tout comme les grands animaux, ont aujourd'hui disparu du territoire de chasse du village de Wolonkoto. Toutefois, les chasseurs qui ont jadis tué ces gibiers au nyama puissant sont en droit de simuler, sous la forme d'une pantomime, leur traque et leur chasse. Les chasseurs aiment jouer la pantomime. Les villageois viennent toujours nombreux assister à leurs fêtes. Les danseurs se plaisent à mimer les animaux de la brousse et leur comportement. Ici, ce maître chasseur imite les simagrées du singe, un de ces singes peureux qui défèquent à tout instant, un singe curieux et gaspilleur. Comme le faisaient les grands bouffons d'autrefois, et, à l'instar des contes d'animaux, c'est un moment privilégié pour caricaturer la hiérarchie. Pendant ce temps, un autre chasseur joue le rôle d'un géomancien qui parodie une séance en traçant sa table à l'envers.
La pantomime se poursuit par la simulation d'une chasse aux singes, dans laquelle les acteurs prennent soin d'insérer tous les ingrédients techniques et rituels. Le chasseur recherche la direction du vent afin de ne pas alerter l'animal. Comme dans une véritable chasse, un événement imprévu vient parfois se glisser dans le scénario. Ici, au moment d'abattre le singe, le coup de fusil ne part pas, ce qui amuse beaucoup l'assemblée. Si ces pantomimes sont un divertissement certain pour les villageois, elles contribuent avant tout à l'initiation des jeunes chasseurs. Le géomancien, qui est aussi un peu sorcier, prépare alors des feuilles au pouvoir magique. Le chasseur les utilise à la fois pour conjurer le sort qui s'est emparé de son fusil et pour se protéger. La pantomime de chasse est, à travers l'amusement qu'elle procure et le rire qu'elle ne manque pas de déclencher, une sorte de rituel d'exorcisation du nyama. Elle agit tant auprès des chasseurs que des villageois, comme un exutoire de leurs craintes et de leurs fantasmes. La pantomime de chasse est également un entraînement physique et psychologique, aux gestes de survie face à une situation imprévue. Comme dans une véritable chasse, une fois l'animal abattu, les chasseurs conduisent les actes rituels qui les protégeront contre le nyama. Dans la pantomime, les rituels, même les plus symboliques, sont répétés au vu de tous. Il semblerait, à travers cette danse, que tous se soient donné rendez-vous. Habitants de la brousse cultivée et de la brousse sauvage ne font plus qu'un. Transcendant le symbolique, le chasseur devient animal pour à la fois incarner et exorciser le puissant nyama. Ici, un maître chasseur est mis à l'épreuve. En portant ce lourd masque cimier surmonté du conjurateur de nyama, il démontre sa puissance, à l'image de celle du buffle. Afin de démontrer leur pouvoir et gagner en prestige, les chasseurs se plaisent à faire des tours de magie, à défier les lois de la nature. Ici, un maître chasseur va embraser, sous les yeux éblouis de l'assemblée, une calebasse de bière de mil. Cette boisson rituelle, ciment de la convivialité dans la société africaine traditionnelle. La rémunération des chantres s'effectue soit avec de l'argent introduit dans la caisse de résonance de l'instrument,
par un orifice prévu à cet effet, soit avec des gris-gris protecteurs qu'ils cousent sur leurs vêtements, soit encore avec des secrets initiatiques. Après avoir effectué des divinations et des sacrifices, le chef des masques a autorisé leur sortie. Ils sont tout d'abord accueillis par les chantres et les maîtres, puis par la masse des chasseurs. Les masques africains sont composites et empreints de beaucoup de symbolisme. Ainsi, ce masque, ressemblant à une tête d'antilope, est en fait une représentation de la grande hyène mythique, avec sa gueule largement ouverte, prête à tout dévorer, ses grandes oreilles prêtes à tout entendre, et ses grandes cornes prêtes à tout encorner. Si traditionnellement la couleur dominante des masques est le rouge, l'islam conduit aujourd'hui les nouveaux convertis à les teindre en vert. Le petit masque qui ouvre la marche est un masque frappeur. Il a la charge de flageller les sorciers qui chercheraient à jeter des sortilèges. Pour se prémunir contre les effets dangereux du nyama, les chasseurs préparent chaque début d'année une jarre de potions magiques contenant la force vitale bénéfique dont la préparation est ritualisée et secrète. Afin d'entretenir le mystère, et pour que la magie opère aux yeux des novices et des villageois, elle est élaborée dans une jarre brisée. Le maître chasseur, chargé de la fabrication, prépare précautionneusement le fond de la jarre afin que l'eau ne s'infiltre pas, tandis que d'autres fouettent l'air de leur chasse-mouche pour éloigner le nyama. Pendant ce temps, un maître chasseur démontre son pouvoir en faisant flotter une noix de cola dans l'eau de la potion. Un maître chasseur informe la population que la potion magique est prête et l'invite à la distribution. Les villageois qui côtoient les chasseurs sont comme eux en contact avec le nyama, aussi doivent-ils s'en protéger.
Comme il est de coutume dans nombre de thérapies traditionnelles africaines, la potion est utilisée à la fois en ablution et ingurgitée. Pour débarrasser la place publique de toute force maléfique, les chasseurs fouettent l'air de leurs chasse-mouches en virevoltant. Ils purifient ainsi l'atmosphère du lieu et le libèrent de l'emprise des sorciers et de leurs sortilèges. Chaque danseur cherche à démontrer son habileté en improvisant des figures. Ainsi, depuis des siècles, les chasseurs mènent un combat spirituel et magique contre la mort en tentant d'apprivoiser les forces surnaturelles. Leur confrérie est une école humaniste dans laquelle la connaissance est véhiculée par la parole, le chant, la musique, la danse ou encore la pantomime. Même si le gibier disparaît, la confrérie peut demeurer. Dans une société africaine qui cherche ses marques, une école de vie pour les jeunes générations.